Bonjour à tous, moi ça fait maintenant un peu plus de 4 ans que je suis inscrit à la SMF et du coup je voulais vous présenter quelques récoltes que j'ai pu faire à la fois en Île-de-France et puis un peu plus loin en France. Je vais vous présenter des espèces qui sont rares ou un peu moins rares et dans des milieux très variés, des genres assez différents, de manière à avoir une belle diversité dans cette présentation. Contrairement à ce qui est fait plus ou moins d'habitude, je ne vais pas faire un janvier jusque décembre, je vais plutôt faire un automne jusqu'à l'automne suivant. Donc vas-y Alain, tu peux... Donc je vais démarrer en forêt de Bord-Louviers, donc c'est une forêt sur les coteaux calcaires de la Seine, un peu au sud de Rouen. C'est une forêt qui est plutôt calcaire, avec du hêtre. Il y a beaucoup de parcelles dans cette forêt qui sont juste des plantations de pins, et donc beaucoup moins propices aux belles découvertes mycologiques, donc il faut quand même rester sous les hêtres calcaires. Et ici, on a un champignon qui est assez classique des milieux calcaires thermophiles. Vous avez reconnu ici un champignon avec un voile général qui est sous forme de petites verrues pyramidales, à la fois sur le chapeau et à la base du pied. Vous avez un voile partiel sous la forme d'un bel anneau membraneux, et vous avez des lames libres. Donc on est dans le genre Amanita ici. On peut aller un peu plus loin en regardant la volve qui est friable, pas du tout en sac, en gainante. On a une marge du chapeau qui est non striée et une base du pied qui est pointue. Donc ça nous amène à la section Lepidella du genre Amanita. Et donc la section Lepidella, c'est la section de l'amanite solitaire. Alors on n'est pas dans l'amanite solitaire au sens strict ici, Amanita strobiliformis. On a un anneau qui est bien formé à maturité, ce que Strobiliformis n'a pas. Et les verrues sont très pointues, très pyramidales pointues. Donc là, on est sur une voisine, l'amanite Amanita echinocéphala, donc l'amanite épineuse. Vous pouvez voir sur le spécimen, central qu'on a une sorte de petite exception au genre Amanita, parce que les lames de l'espèce du spécimen central sont un peu rosées, saumonées, alors que d'habitude on considère que les amanites ont les lames blanches. Ça, c'est Neville et Poumara qui ont décrit une variété en fait à subbelei de cette amanite echinocéphala. Moi, je trouve les lames blanches et les lames un peu rose saumonées en mélange sur la même station, donc je ne fais pas trop attention à cette variété. Un petit conseil, si vous avez des récoltes un peu abîmées ou quoi, et que vous ne savez pas trop faire la différence entre Strobiliformis et Echinocéphala, on peut s'aider de la microscopie parce que Echinocéphala a des boucles sur les ifs, alors que Strobiliformis n'en a pas. Et du coup, voilà, on a une autre récolte là d'une belle amanite typique là, avec les verrues bien proéminentes, pyramidales très pointues. Donc même site un peu plus loin, on a ici un bolet, donc un bolet qui est assez trapu, hein, le gros spécimen ici fait 15 cm de diamètre à peu près, avec un chapeau qui est velouté, dans les gris bruns, un peu chamois, un peu variable. Quand on coupe en deux, on voit que la chair elle est jaunâtre, et surtout elle est immuable, c'est-à-dire que ni la chair, ni les tubes, ni les pores ne bleuissent ou ne noircissent, ça reste vraiment immuable. On pourrait penser à un cep ici, même si les pores sont quand même bien jaunes. Ce qui manque pour avoir un cep ici, c'est le réseau sur le pied. Quand on fait un zoom là sur un exemplaire, on voit qu'on n'a pas du tout un réseau en surimpression sur le pied. On a juste des petites ponctuations, des petites mèches qui font penser à un genre qu'on connaît bien dans les bolétales, le genre Lexinum. Ça fait un peu penser à un revêtement de pied de bolérude. Et donc ici, c'est pas exactement un Lexinum, c'est un genre qui a été créé pour cette espèce. C'est le genre Hemilexinum. Et donc on a Hemilexinum impolitum ici. Voilà, donc un bolet. Donc c'est un Hemilexinum. Une des caractéristiques de Hemilexinum, c'est qu'ils ont une odeur désagréable à la base du pied,
une odeur un peu d'iode, pas très agréable sur le terrain. Et donc il existe Hemilexinum depilatum aussi, le bolet chauve, qui s'en distingue parce qu'il a un chapeau beaucoup plus martelé et un pied beaucoup plus grêle et sinueux. Voilà, mais il est aussi calcicole et voilà, on peut aussi occasionnellement le rencontrer. Moi, j'ai qu'une station de Hemilexinum impolitum, je ne sais pas trop s'il est pas si fréquent que ça ou s'il est fréquent. Donc ensuite, on va se déplacer un peu, on va aller un peu plus au nord, en forêt de Dèvres, qui est une forêt dans le Pas-de-Calais, à côté de Boulogne-sur-Mer. C'est une forêt où que m'ont fait découvrir Pierre-Arthur Moreau et Régis Courtecuisse. Et c'est une forêt que j'aime bien parce que il y a beaucoup de biotopes très différents, les uns à côté des autres, sur une très petite superficie. Et donc, on peut avoir une boulée acide, genre une aulnée, des feuillus acido-calcaires et une forêt de pins, vraiment sur un tout petit périmètre en une demi-journée. En fait, on peut avoir fait le tour. Donc là, on va commencer avec un lactaire. Hein, on voit le lait qui s'épanche des lames blessées. On a un lactaire dans les tonalités brun-fauve avec un chapeau déprimé sur pas mal d'exemplaires. Et il y a quelques exemplaires qui conservent un petit mamelon central. Le lait est opalescent, transparent, un peu opalescent, ce qui pourrait faire penser au premier abord à Lactarius cerifluus qu'on connaît bien à la société, voilà, qui est souvent présent dans les assiettes à la saison le lundi. Ici, on n'est pas sur cerifluus parce que, pour plusieurs raisons, on a ici un lactaire qui est plus petit, hein, les spécimens ne font pas plus de 4 cm de haut ici. Cerifluus est quand même plus trapu. Cerifluus, il est plus terne. Ici, on a un lactaire qui a des teintes orangées beaucoup plus chaudes. Et surtout, là, le lactaire que je présente, il a une marge qui est très ciselée, cannelée. On le voit bien là, un peu plus clair sur l'exemplaire du bas. Donc, c'est pas Cerifluus, mais on est quand même dans la même section Olentes des Lactarius. Donc cette section, elle est un peu représentée par l'odeur un peu caractéristique de la section, une odeur de punaise, une odeur de Lactarius quietus. Mais ici, le caractère vraiment typique de cette espèce, il est microscopique. Sur les faces des lames, on a des cystides qui sont très ventrus, très allongés, avec un apex qui est très effilé. On les appelle des cystides rostrés, et c'est le nom de ce lactaire, Lactarius rostratus, que lui a donné Helmut Clausen, auquel il faut préférer le synonyme antérieur de Lactarius crémor, qui avait été donné par Friis déjà il y a longtemps. Donc Lactarius crémor, c'est un bon indicateur écologique parce qu'il est un peu caractéristique des milieux pauvres en nutriments. On le trouve sous feuillus, souvent sous hêtre, dans la mousse, indicateur de milieux plutôt pauvres. Ensuite, je présente ce champignon qui est toujours pas très grand. Hein. Ici, on a des spécimens qui font 4-5 cm de haut, avec un chapeau brun roux, un peu ocracé. Un champignon qui a des lames crème. Et le petit indice ici, c'est sur l'exemplaire de droite, on a un petit reste de cortine qui s'est maculé de rouille à cause de la sporée. Et donc on est dans le genre cortinaire ici. Ce qui est très remarquable de cette espèce, c'est le fait qu'à la coupe, ou même à la blessure, à la manipulation, il jaunit intensément immédiatement. Là, après avoir un tout petit peu manipulé les exemplaires, voilà, on voit les belles couleurs jaunes qui maculent les fructifications. En France, il n'y a que deux cortinaires qui ont cette caractéristique. Il y a Cortinarius bolaris, c'est pas lui ici, parce que bolaris, il est beaucoup plus rougeâtre, rouge-rougeâtre, avec des grosses plaques sur le chapeau, donc pas du tout lui ici. Ici, on a l'autre, Cortinarius rubicondylus, voilà, qui était une exception chez les cortinaires, parce qu'en fait, il a des cystides sur les faces des larmes, sur les faces de l'âme, alors que le genre Cortinarius en est normalement dépourvu. Ce n'est plus une exception, parce que depuis l'année dernière, 2022, il a été transféré dans un nouveau genre qui a été créé presque spécialement pour lui,
C'est le genre Cystinarius, donc il faudrait parler de Cystinarius rubicondulus. Voilà, il y a Cortinarius crassus qui a aussi été bougé dans ce nouveau genre Cystinarius. À noter que le jaunissement n'est pas un caractère suffisant pour appartenir à Cystinarius. Le jaunissement n'a rien à voir avec Cystinarius. Même parcelle de forêt, sous hêtre toujours, on a ce champignon qui a des lames blanches échancrées. Là, on est dans la famille des tricolomes. Là. Donc, on a un chapeau qui est assez caractéristique, surtout quand il est jeune, avec des fibrilles radiales qui sont vertes olive, olivacées. Donc on pourrait penser au groupe de Tricoloma segmentum, qu'on connaît bien dans la région, le tricolome disjoint. Mais c'est pas lui ici, notamment parce que la caractéristique principale de l'espèce que je présente ici a systématiquement un mamelon proéminent, que ce soit chez les jeunes ou même chez les spécimens plus âgés. Voilà, on le voit vraiment sur les 3 spécimens, là le mamelon est bien proéminent, et donc c'est ce qui a donné le nom de cette espèce, la Tricoloma umbonatum. Donc c'est une espèce qui n'est pas fréquente du tout, qui est un féodéoètre, et Elmen Clausen, qui a un peu bossé le genre, il a fait une monographie, dit qu'il y a 2 ITS sous le nom de umbonatum, donc possiblement avec de nouvelles recherches, on aura peut-être 2 espèces différentes qui se cachent sous ce nom. Ensuite, on revient un peu plus proche de chez nous, en Île-de-France, dans une forêt qu'on connaît bien ici, parce qu'on y organise pas mal de sorties avec l'assaut, la forêt d'Armainvilliers, hein, dans le Seine-et-Marne, qui est une forêt de feuillus argilo-calcaires. Et ici, une espèce voilà, que j'aime bien, parce qu'elle est intégralement blanche à l'origine, parce qu'elle est entièrement couverte de voiles blancs. C'est une espèce qui est avec un pied fusiforme, qui est profondément ancré dans le sol. Il faut vraiment aller le chercher, il faut aller le déterrer hein, pour aller le sortir en entier. Là, le grand spécimen, là, il y a presque les 3/4 du pied qui étaient enfoncés dans la terre. C'est une espèce qui aime bien les milieux plutôt humides, donc la terre est un peu plus meuble peut-être. Voilà pourquoi. C'est un champignon qui... donc le voile blanc, par détertion, quand le champignon grandit, il se macule de teintes ocracées, que ce soit sur le chapeau ou sur le pied. Le chapeau qui était hémisphérique devient plus aplani. Les lames qui étaient blanches à crème, en fait, deviennent un petit peu plus colorées, sans être totalement rouilles, mais on peut quand même voir des restes de cortine, surtout sur le pied des spécimens intermédiaires, et puis là, sur le chapeau que j'ai retourné. Donc on est encore sur un cortinaire ici, qui a des spores plutôt banales, hein, en forme d'amande, peu ornementées. Il y a plusieurs indices qui permettent de donner un nom à cette espèce. Tout d'abord, c'est son odeur, une odeur sur le terrain très forte de terre. Un autre indice, c'est le grisonnement puis le noircissement très lent de la chair de ce champignon. Là, sur le terrain, 2 minutes après la coupe, c'était encore bien blanc, mais au bout de 24 heures, il noircit quand même assez fort. Et le dernier indice, ce sont les feuilles de l'arbre sous lequel a été faite cette récolte. Est-ce que vous avez une idée? C'est le peuplier tremble. Voilà. C'est une espèce qui est inféodée au peuplier tremble. Et donc ici, on a Cortinarius argutus, voilà, qui est quand même assez présent dans son milieu de prédilection. Hein. Moi, je l'ai vu dans les assiettes de la SMF à la saison. C'est un champignon que j'aime bien parce qu'il pousse en masse avec beaucoup de fructification juste après les grosses premières pluies d'automne. Et globalement, sur les terrains que je prospecte, il est là genre une semaine avant les semis. Ensuite, on passe sur un asco. Vous avez reconnu ici la silhouette assez caractéristique du genre Elvela. Donc ici, on a des elvelles qui ont un pied cylindrique, bien plein, pas très vileux, c'est-à-dire il n'a pas des touffes de poils bien proéminentes visibles à l'œil nu.
Là, on est dans ce que Boudier appelait les leptopodia. Aujourd'hui, leptopodia, ça n'existe plus. On parle plutôt de sous-genre Elasticae, dont on connaît bien le chef de file, la Elvela elastica. La biologie moléculaire a pas mal défriché ce sous-genre en validant en fait une dizaine d'espèces en Europe appartenant à ce sous-genre. Mais aujourd'hui, les critères micro- et macromorphologiques sont encore difficiles à circonscrire en fait pour les différents taxons. Et du coup, c'est encore pas facile de remettre un nom sur les récoltes juste avec la macro et la micro. L'ADN est encore plus ou moins obligatoire pour être vraiment sûr d'une identification. On a quand même pas mal de critères pour écarter Elastica là, de ma récolte. Elastica, c'est un champignon qui est très élancé. Ici, les spécimens de ma récolte qui font pas plus de 4 cm de haut, alors que Elastica, c'est un champignon qui fait entre 10, 12, voire 15 cm de haut. Elastica, il a un chapeau bilobé ou trilobé, alors qu'ici, les spécimens ils sont constamment en forme de selle de cheval. Elastica a souvent une marge du chapeau qui est infléchie vers le stipe, alors que là, on est plutôt avec une marge qui est vers l'extérieur. Elastica a un stipe qui est glabre, alors qu'ici, sous la loupe, il est clairement avec des nettes furfurations. Et les spores ici sont largement elliptiques, souvent plus de 14 micromètres de large, alors que Elastica, voilà, c'est plutôt 12-13. Donc ici, on pourrait avancer, on a suffisamment de petits détails qui font qu'on pourrait écarter Elastica et avancer le nom prudemment de Elvela latispora, qui voudrait dire à large spore. Bon, voilà, il faudrait analyser moléculairement cette récolte pour être sûr et certain de cette identification. Elvela latispora, c'est une espèce dont l'holotype c'est une espèce de boudier dont l'holotype avait été récolté en forêt de Carnel, et d'après plusieurs récoltes qui ont été faites, c'est une espèce qui est quand même relativement commune, et voilà, donc pourquoi pas proposer le nom de Elvela latispora pour cette récolte. Ensuite, je vais vous présenter une espèce ici qui est très commune, mais qui est souvent mal aimée, qui est souvent délaissée par les mycologues, parce qu'elle appartient à un genre qui est réputé difficile et compliqué à étudier. Donc ici, on a un ébélome, avec du coup cette sporée qui devient brune à maturité. On a ici une espèce qui est très polymorphe morphologiquement et macroscopiquement. On peut avoir des spécimens qui sont élancés, d'autres plus râblés. L'espèce peut avoir des pleurs ou pas de pleurs. L'espèce peut avoir des tonalités brun, rouge, chaudes, ou plutôt ocrasé, un peu plus tirant vers le jaune sur cette autre récolte qui a été faite à 50 mètres juste de l'autre récolte. Donc difficile à cerner macroscopiquement cette espèce. Bon, les ébélomes, c'est souvent le microscope qui fait foi. Et du coup, dans l'étude des ébélomes, il faut faire les deux préparations, une préparation de sporée et une préparation d'arête de lame. Ici, on peut voir que sur la sporée, que les spores sont amygdaliformes, avec une ornementation presque inexistante. On a des spores qui sont presque lisses ici, et qui sont fortement dextrinoïdes, c'est-à-dire que sous l'action de l'iode contenu dans le melzer, les spores deviennent brunes très foncées. Donc là, on a des spores très dextrinoïdes. Et à l'analyse de l'arête de la lame, on voit qu'on a une belle palissade de cellules stériles sur toute la longueur de l'arête, qui sont cylindriques
en s'élargissant progressivement depuis la base jusqu'à l'apex, sans avoir un renflement très épaissi de la tête de la cellule. Donc c'est ce que Becker appelle des cystides gentiment clavés. Et donc ces spores très lisses, conjugués à cette forme de cystide, ça nous amène à l'identité de cette espèce qui s'appelle Ebeloma velutipes. C'est une espèce qui est très 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 commune. Becker dit même que c'est un des 3 ébelomes les plus communs en Europe après Mesophéum et Calipes. Donc moi c'est une espèce que j'ai souvent retrouvée. Alors voilà, moi là j'avais des spécimens qui étaient quand même bien caractéristiques. J'ai fait la micro de plusieurs spécimens pour être bien sûr de moi. Donc je l'ai retrouvé à Armainvilliers, puis dans d'autres forêts de feuillus argilo-calcaires. Mais il est très peu sélectif quant à son habitat. On peut le retrouver dans d'autres biotopes. Voilà. Et Ebeloma velutipes veut dire pied, velours sur le pied. Mais c'est pas du tout un moyen mnémotechnique pour se souvenir de cette espèce. Il y a plein d'autres ébelomes qui ont ce caractère-là et ça ne veut absolument rien dire. On parle souvent dans les bouquins de Ebeloma leucosarx, qu'on pourrait mettre en synonymie ou confondre. En fait, leucosarx, avec les dernières études, c'est une espèce montagnarde qui pousse sous conifères, qui est beaucoup moins présente que velutipes, et souvent, du coup, on parle de leucosarx en voulant désigner velutipes. Donc là, on change complètement de région. Je suis allé faire un tour chez mon ami Jérôme Legros, qui m'a montré en fait les belles sapinières d'Ardèche sur le haut plateau ardéchois. On est à peu près à 1000 mètres d'altitude ici, et avec ce très joli cortinaire. Donc c'est un cortinaire qui a un chapeau brun cuivré, longtemps roulé à la marge. On voit bien la belle cortine bien fournie là, parce qu'il y a beaucoup de voiles blancs sur le pied. C'est un champignon qui a un chapeau visqueux à l'origine et qui est vite sec. Là, il n'avait pas plu depuis plusieurs jours avant la récolte. On a un pied qui est clavé, en forme de massue, sans être vraiment marginé. Il n'est pas du tout marginé à la base. La chair est blanche et elle devient jaune au contact de la potasse. Ce qu'il faut remarquer, il y a 2 choses qu'il faut remarquer pour identifier ce cortinaire, c'est la couleur des lames chez les jeunes. Ici, sur les 3 exemplaires de droite, on voit que les lames sont lilacines avec des reflets roses. Ce qui est un peu différent des autres cortinaires de la section auquel il appartient, la section des varilles. Et il faut aussi voir quelle est l'espèce qui pousse en symbiose avec ce cortinaire. Là, vous avez reconnu des épines et des cônes d'épicéa. C'est du sapin ici. Donc c'est un cortinaire qui est inféodé au sapin. Et il s'agit ici de Cortinarius reverendissimus, qui fait partie du groupe de Cortinarius varius, qui est à peu près aussi commun. Cortinarius varius, il fait partie, il est un peu différent parce qu'il est un peu moins trapu, et surtout il a des lames beaucoup plus bleutées, et il pousse sous épicéa. Il peut y avoir aussi dans la même section, dans le même groupe, Cortinarius luteosingulatus, qui lui pousse sous feuillus, plutôt sous chêne. Enfin, voilà, il faut quand même avoir des spécimens de différents états de maturité, surtout des jeunes, pour être bien sûr de l'identification, parce que les 3 espèces se ressemblent. Donc ici, on va faire un petit tour chez les hippocréales, sur une espèce qui est souvent facile à reconnaître quand on la connaît. Donc on a ici un champignon qui est sous forme d'une fructification clavée, avec un stipe qui est cylindrique jaune, qui s'élargit progressivement en un capitule qui est d'abord jaune, puis
un peu brun-rouge et enfin noir pour finir. C'est un champignon qui est... donc là, les fructifications font une dizaine de centimètres. C'est quand même un champignon assez élancé. C'est un champignon qui est parasite d'un autre champignon. Vous voyez l'hôte qui est à côté. Donc c'est ce qu'on appelle communément la truffe des cerfs. C'est un hypogée du genre Elaphomyces qu'on a été déterré à environ 5 cm en dessous du niveau du sol. Et le champignon qui nous intéresse ici, il est relié à son hôte souterrain par des cordons mycéliens, des rhizomorphes, qui sont jaunes vifs, qu'on peut un peu mieux apprécier sous l'albino, là, sur l'encart en bas à gauche. Si on étudie un peu plus le capitule sous la loupe, là j'ai fait une petite coupe pour qu'on voit bien la chair bien orangée du capitule. Et on peut voir aussi les péritès, qui sont les petites logettes où sont fabriqués les asques et du coup les spores. Le capitule sous la loupe, il a l'air d'être un peu ruguleux sur sa surface. Ça, c'est dû au fait que les ostioles, donc les petites fenêtres qui servent à la libération des spores, sont légèrement proéminentes par rapport à la surface du capitule, ce qui donne un peu cet aspect ruguleux. Donc, normalement, en macro, on a suffisamment d'éléments pour déterminer cette espèce. Moi, je vais montrer un peu de micro parce qu'elle est un peu détonnante avec ce qu'on peut connaître des genres Basidio et Asco. Tu peux passer. Si on fait un prélèvement dans le péritès, on peut avoir des asques qui sont quand même très très longues. Et si on zoome, on a l'impression qu'on a des dizaines et voire des centaines de spores à l'intérieur des asques, avec des toutes petites spores de 4 micromètres sur 2. En fait, il n'en est rien. Tu peux passer. Si en fait, on attend que l'asque libère ses spores, en fait, ce ne sont pas des centaines de petits fragments. En fait, il n'y a que 8 spores qui sont multiseptés. Et en fait, les petits fragments sont juste des fragments de la grande spore. Là, on peut les compter. Hein, les spores, il y en a 8. Hein, si vous prenez le temps de les compter, il y en a bien 8. Donc toujours des asques octosporés, et au fur et à mesure, la spore va se déliter, va se fractionner en petits éléments, ce qui fait que si on prélève juste un petit élément de sporée, on a cette sorte d'amas un peu démantelé de sporée, c'est juste que les spores se sont fracturés. Donc on a ici l'espèce, donc c'est un cordyceps, le genre cordyceps a été scindé en plusieurs genres. Donc ici, Elaphocordyceps ophioglossoides. On peut entendre parler aussi de Tolypocladium ophioglossoides. C'est une espèce qui n'est pas forcément rare. On la trouve plus volontiers sous conifères, mais elle est quand même moins rare que, par exemple, le Cordyceps militaris, qui lui parasite des larves de papillons. Donc là, on change un peu de biotope, on est sur une prairie, une pelouse non fertilisée dans une combe, donc un milieu qui est quand même très humide, il y a un ruisseau qui passe au milieu de la combe, on a des sphènes aussi, un milieu un peu tourbeux, plutôt acide, il y a quelques sapins qui sont à une cinquantaine de mètres, et ici un champignon qui est quand même très terne, avec des coloris voilà, dans les brins, un pied concolore au chapeau, un revêtement du chapeau ici qui est plutôt rimeux, un chapeau qui est bassement mamelonné, des lames qui deviennent brun tabac à maturité. Je pense que vous avez reconnu le genre Inocybe ici, même si les arbres sont un peu loin. Il s'agit bien d'Inocybe parce que si on fait la micro, ben, on retrouve des spores noduleuses caractéristiques des gibosporées, des inocypes gibosporées. Les spores ici ont quand même des nodules bien dessinés, une quinzaine de nodules par spore à peu près. Donc on pourrait penser à Inocybe napipes, des inocypes gibosporés à pieds non pruineux. C'est un peu embêtant quand même pour napipes ici, parce que si on reprend la macro, on n'a pas de bulbes marginés caractéristiques de napipes sur les champignons que j'ai prélevés.
Les cystides nous amènent, les cystides hyménéales, donc les pleurocystides là, sur les faces des lames, nous apportent pas beaucoup d'indices non plus, parce qu'elles sont quand même très très banales pour le genre. Elles font une 60aine de micromètres, la géniforme, enfin voilà, très banale. Et du coup, j'ai un peu pataugé dans l'identification de cette espèce. Et c'est en découvrant un article de Bandini de 2017, un peu en relation avec la section de Navipes, là, que ça s'est éclairé. Elle décrit une espèce qui vient dans le même milieu, un peu acide, tourbeux, en présence de conifères, et elle dit que pour ce nouvel énocible qui s'appelle Spagnophylla, il faut aller étudier le revêtement du pied et essayer de trouver des poils qui sont caractéristiques car un peu flexueux, enfin, très longs, flexueux et qui ont tendance à se diverticuler ou à être un peu fourchus à l'apex. Et donc moi j'ai fait plusieurs préparations et systématiquement j'ai des poils ici qui sont exactement de la forme que Bandini décrit. Donc ici j'ai trouvé une station de Inocide Spagnophylla, donc une nouvelle espèce de 2017. J'ai fait la biomol avec mycosec de cette récolte par la suite et ça a confirmé l'identité de cette espèce. Donc qui est bien non bulbeuse, hein, sûrement à cause du terrain dans lequel elle pousse, parce que le terrain est quand même relativement spongieux, humide, donc peut-être inutile d'avoir un bulbe ici pour maintenir mécaniquement le champignon dans le sol. Une espèce ici qui poussait à proximité de l'inocybe, il s'agit d'un champignon qui a des lames blanches au début et roses à maturité, non libres. Vous aurez reconnu les caractéristiques du genre Antoloma ici. Un champignon qui a un chapeau assez hygrophane, brun de date, strié jusqu'aux 2/3 du disque. Le pied est comme strié radialement avec des fibrilles qui sont légèrement argentées. Ceux qui connaissent bien cette espèce peuvent déjà la déterminer avec juste ces caractéristiques-là. Moi, j'en suis pas là, donc il m'a fallu un petit peu de micro quand même pour confirmer. Tu peux passer. Juste un élément de sporée permet de lever toute ambiguïté. Il faut étudier du coup les spores qui sont pas vraiment pentagonales comme les spores typiques d'Antolome. Ici, c'est quadrangulaire, à peu près 4 à 5 côtés, mais plutôt quadrangulaire, et si on les regarde sous un certain profil, comme les spores que j'ai entourées ici, on voit qu'elles font comme une étoile de David à 6 branches en relief, et donc ça c'est typique de cette espèce qu'on appelle l'Antolome à spores étoilées, Antoloma conferendum. Donc il faut, voilà, on peut la reconnaître macro avec les caractéristiques que j'ai dites, et le pied qui est vraiment strié radialement avec des fibrilles blanches, des fibrilles argentées, qu'on voit peut-être un peu mieux sur cette photo qui est prise de plus près. Toujours le même milieu dans cette... c'est pas vraiment une tourbière, mais c'est un milieu qui s'y rapproche. On a un champignon ici qui a des lames visuellement noires avec, comment on appelle ça? Elles sont uniformément colorées avec l'arête des lames un peu plus claire, montrant ici une arête des lames qui est stérile. On a un champignon qui a très peu de voiles sur le chapeau. On voit le spécimen central ici qui a des petites mouchetures blanches là du reste de voiles. Le chapeau qui n'est pas visqueux mais qui est un peu lubrifié. Il est marron, voilà, des teintes très ternes pour ce champignon. On voit la sporée qui s'est déposée sur le chapeau de l'exemplaire qui est un peu caché là à gauche, sporée noire avec des reflets un peu violacés. Donc on est dans les Strophariacées ici.
On a une zone annulaire qui est plus ou moins visible à cause, pareil, de restes de voile qui s'est taché par la sporée noire. Donc, je ne sais pas si vous avez une idée du genre, là, sur cet exemplaire. Voilà, c'est un Ipholoma. Donc, on connaît bien les Ipholomas par des espèces cespiteuses comme l'Ipholomantouf, qui pousse sur bois mort. Mais le genre Ipholoma, ça peut aussi être des champignons qui poussent isolés terrestres dans les lieux surtout humides, comme c'est le cas ici. Donc il y a beaucoup d'espèces qui sont assez proches. C'est quand même plus prudent de faire la micro pour aller à l'espèce ici. Donc on a des spores qui sont bien noirs. Donc il faut noter la taille des spores. Ici on a une douzaine de micromètres avec un port germinatif qui est évident sur les spores. On retrouve pourquoi l'arête de lame est stérile, parce qu'il y a une belle palissade de cystides à parois minces qui font une palissade sur toute l'arête de la lame. Et caractère aussi propre aux Ipholomes, c'est que sur les faces des lames, on a des cellules caractéristiques là, que je présente à droite, qu'on appelle des chrysocystides. Donc, ce sont des cellules stériles qui sont ventrues avec une petite tétine sur l'apex. Là, on dit qu'elles sont mucronées. Et une autre caractéristique des chrysocystides, pour bien les reconnaître, c'est qu'elles ont un contenu qui est un peu réfringent, c'est-à-dire que le contenu est un peu vitreux, un peu verdâtre, sous l'effet de l'ammoniac qui peut être un peu plus jaune aussi sur les exemplaires qui sont un peu plus matures. Là, j'ai fait la micro d'un spécimen qui était plutôt jeune. Le problème avec les champignons à sporées colorées, c'est qu'à maturité, il y a trop de spores et on a du mal à aller voir les autres éléments sous les spores. Donc là, toutes les caractéristiques vont à l'espèce. Et donc on a ici Ipholoma ericaeum, qui est une espèce qui est quand même plutôt rare, typique des milieux plutôt humides, tourbeux, acidiphiles, toujours avec des teintes ternes. On peut voir là j'ai fait cette photo là pour bien montrer qu'on peut avoir des spécimens bien, bien pas trapus, mais quand même beaucoup plus élancés et charnus que d'autres. En région parisienne, je rencontre assez souvent une espèce qui est proche, Ipholoma ericaeoides, qui a des tonalités beaucoup plus jaunes et des spores différentes, qui poussent en soleil surtout. Voilà, donc deux espèces plutôt pas fréquentes. On retourne du coup de l'Ardèche plus proche de chez nous dans l'Essonne, sur une espèce de cortinaire ici qui nous a quand même pas mal posé problème un lundi à la saison quand je l'ai ramené. Donc un cortinaire ici qui a un chapeau jaune citron avec un bulbe marginé blanc, un mycélium jaunâtre et un pied qui est typiquement ici ocre fauve et qui devient très brun à maturité. Quand le pied vieillit, on le voit bien sur le deuxième spécimen en partant de la gauche. C'est un cortinaire qui n'est pas forcément difficile à distinguer de ces espèces proches. C'est juste que comme il n'est pas fréquent et pas beaucoup mentionné dans la littérature, on a un peu de mal à trouver un axe de recherche quand on ne le connaît pas. Et ici, ce qu'il faut surtout voir, c'est la coloration des lames, surtout chez les jeunes. On a une coloration des lames qui est d'emblée brun rougeoyante chaude, sans trace de bleu, sans trace de violet. C'est vraiment une couleur de lame caractéristique. On serait tenté d'aller chercher, vu la couleur d'ensemble du chapeau et du champignon lui-même, dans les fulvies, le Cortinarius citrinus ou ce genre de choses. En fait, ici, on a un calocroïde. C'est pour ça que c'est complètement déroutant. On ne va pas du tout chercher au bon endroit. C'est un calocroïde. Donc les calocroïdes, ce sont des cortinaires qui ont un bulbe marginé, mais qui ont un chapeau jaune et des lames avec des teintes bleues ou violettes. Voilà,
C'est un peu une exception à la règle ici. Et je remercie Jacques Gimbertot et Jean-Michel Trendel qui m'ont permis de m'aider dans la détermination de cette espèce. Donc une nouvelle espèce pour l'Essonne, on l'a additionné à l'inventaire de René pour l'Essonne, récolté début novembre, il y a 2 ans je crois. Cortinarius fulvocitrinus, je crois que j'ai oublié de dire le nom. Voilà, Cortinarius fulvocitrinus, une petite exception morphologiquement, il est un peu distinct des calocroïdes, mais moléculairement, c'est un calocroïde. Une autre espèce qui poussait à proximité, toujours dans cette même forêt calcaire de Cheptainville. Je m'excuse un peu pour la photo, mais il commençait à grêler et je voulais quand même faire une photo in situ de ce champignon que je rencontrais pour la première fois. On a ici un champignon qui a des lames blanches libres, une zone annulaire très nette avec des guirlandes vert foncé, un peu noirâtres sur la base du pied, qui fait penser un peu à la couleur du revêtement des chapeaux des jeunes, dans le fond. Donc là, vous aurez reconnu une petite lépiote. On voit bien le caractère saprophyte de la famille, parce que les champignons la poussent dans la litière de feuilles mortes, et on voit bien le pied qui agglomère la matière organique à sa base. Les petites lépiotes, elles aiment bien dégrader l'humus. Un chapeau qui est très sombre au départ et qui devient orangé chez les vieux spécimens. Il y a des gens comme René qui arrivent à déterminer macroscopiquement ces petites lépiotes. Moi, j'ai pas ce talent, donc je suis allé faire un peu de micro pour être plus sûr de moi. Donc ça me permet j'en profite pour vous la montrer. Quand on a été à bonne école, l'étude des petites lépiotes, c'est d'abord l'étude de la cuticule. Donc il faut aller regarder les poils. On a des poils très longs là pour le genre, qui sont souvent supérieurs à 300 micromètres de long. On a un pigment vacuolaire qui est vacuolaire, donc non incrustant, qui est bleu-vert. C'est en fait les poils qui donnent la couleur du revêtement du chapeau des jeunes. Et c'est ce qui fait dire aussi que c'est à cause du vieillissement, de la pluie ou des conditions climatiques qu'on a une détertion de ces poils et qu'on laisse apparaître la couleur orangée qui n'est pas là en fait à la base sur le revêtement du champignon. Derrière, pour avoir un peu plus d'indices et se balader dans les clés, il faut regarder quelques spores. Donc là, j'ai fait une sporette. On a des spores qui sont assez surprenantes si on ne les connaît pas. Ce sont des spores un peu triangulaires avec un renflement au niveau de l'apicule. On dit que ce sont des spores éperonnées. Donc on est ici dans le groupe des lépiotes, des petites lépiotes sténosporées. Des poils très longs additionnés à des spores et qui sont aussi très longs pour le genre, là, plus de 10 en moyenne de long. On est sur l'épiota grand GI ici, qui est une petite lépiote qui aime bien les terrains calcaires. Ça tombe bien, Cheptainville, c'est une vallée très calcaire. Voilà, une lépiote que les espèces proches comme l'épiota griséovirin, c'est pas forcément difficile, c'est pas forcément facile à distinguer les unes des autres. Mais voilà, la micro lève tout doute. Ensuite, on avance encore un peu plus dans la saison, et là on est presque fin de saison, là, mi-décembre. J'étais allé à Étréchy avec François et René il y a maintenant 2 ans. Étréchy, c'est une forêt où il y a une partie sablonneuse, terrain sablonneux avec des pins et des bouleaux. Ici, une espèce qui a un chapeau brun rouge chaud, plus sombre au centre. On voit bien la sporée qui s'est déposée sur l'exemplaire du haut, là, une sporée blanche. On a une marge chez les jeunes, là, on a celui d'en haut, et puis celui du centre, là, on voit bien une marge qui est cannelée. On voit bien les cannelures là, sur la marge du chapeau. On a des lames qui sont blanches, très serrées, légèrement décurrantes sur le pied, et il y a un critère qui est assez frappant, c'est quand on passe l'ongle sur les lames, elles se détachent presque trop facilement en fait. Il y a un genre qu'on connaît bien qui a cette caractéristique des lames qui s'en vont sous l'ongle. C'est le genre Paxillus. Et donc là, un petit moyen mnémotechnique, on a des lames blanches, donc Leucopaxillus. Donc on est chez les Leucopaxillus ici.
Donc c'est un champignon, pour aller à l'espèce, il suffit de poser sa langue sur le chapeau, et immédiatement, en fait, on a une amertume très très désagréable qui vient en bouche, et voilà, ça donne envie de recracher presque immédiatement. Donc une espèce très très amère ici, qui donne son nom à cette espèce, Leucopaxillus amarus, auquel il faut préférer le synonyme de Leucopaxillus janssenienus. C'est une espèce qui est quand même rare, voilà, qu'on avait été voir avec René et François à Étréchy. Donc là, on a laissé passer l'hiver. J'ai pas été faire beaucoup de mycologie entre décembre et mars. Au début du printemps, dans cette belle forêt de cerisier dans le Calvados, que je vous invite à aller prospecter si vous la connaissez pas, une belle hêtraie, une belle futée. Et donc, au début du printemps, il y a quand même peu de basidiaux, et donc c'est un peu l'occasion d'aller se faire la main sur des petits champignons qu'on peut délaisser d'habitude. Donc là, je suis allé m'intéresser à ces petites fructifications qui poussent sur bois mort. Donc des champignons qui sont généralement délaissés par les mycologues parce que tout le monde trouve ça très ennuyeux d'aller passer beaucoup de temps au microscope pour des fois un résultat qui n'est pas forcément fiable, parce que beaucoup d'espèces très semblables avec des caractères qui sont très peu distincts d'une espèce à l'autre. Alors ici, celle-là, je la présente parce que d'une part, l'espèce est très très fréquente, et de deux, il y a un caractéristique qui est très remarquable dans cette espèce, donc je vais y revenir. Donc pour l'étude de ces petits discomycètes inoperculés, il n'y a pas 36 méthodes, il faut utiliser ce que Barral appelle le vital taxonomy, c'est-à-dire qu'il faut étudier les champignons sur matériel frais, dans un milieu non létal pour les cellules. Donc ici, on va faire presque l'intégralité de l'étude dans l'eau. Tout d'abord, on démarre avec une coupe radiale qu'on monte dans l'eau, où on peut voir du coup la structure en coupe de l'apothécie, avec du coup l'hyménium qui est au sommet, les différentes couches de chair ensuite, la médula, le sous-hyménium. Et puis on voit en brun, là où on a du mal à distinguer les cellules, de l'exipulum qui est brun foncé chez cette espèce. Pour avancer dans l'identification, il faut faire ce que Barral appelle le contenu des paraphyses comme marqueur générique. Donc de manière très précautionneuse, il faut un tout petit peu dissocier la préparation pour aller détacher quelques paraphyses du sous-hyménium et aller voir leur contenu. Donc là, c'est ce que j'ai fait dans l'image suivante. On a là deux paraphyses qui se sont détachées, et on peut remarquer qu'elles ont une propriété assez unique, c'est qu'elles sont déjà cylindriques, mais elles ont une vacuole qui est réfringente. On a un peu l'aspect un peu vitreux là, du contenu, et la vacuole est en un seul tenant et prend presque l'ensemble du volume de la paraphyse. Et ça, c'est caractéristique du genre Molisia. Voilà. On ne peut pas aller plus loin dans l'identification avant d'avoir été vérifié quand même les paraphyses. Derrière, il faut aller étudier les spores. Ici, on a des spores encore vivantes là, qui sont sans gutule, cylindriques, et on remarque de suite qu'elles sont septées. Alors le fait qu'elles soient septées, c'est pas forcément un critère très pertinent dans les éociales. Il y a beaucoup de spores chez les éociales qui, à maturité, se septent pour faire des spores secondaires. Là, le critère pas spectaculaire, mais ce qui nous permet de faciliter la détermination ici, c'est que chez cette espèce, les spores se septent très très tôt dans leur développement, et même alors qu'elles ne sont pas encore sorties de l'asque, elles sont déjà septées. Et ça, c'est quelque chose de presque unique chez ce genre compliqué. Et donc on peut, il faut quand même vérifier que le foramen, l'apex de l'asque, réagit en bleu sous l'effet du Lugol. Ça, c'est une caractéristique qui permet d'aller à l'espèce et d'identifier ce champignon qui s'appelle Molisia atlantica. Donc entre crochets, parce que c'est pas encore un nom définitif, l'espèce n'est pas encore décrite formellement.
c'est Andreas Gminder qui a étudié pas mal le genre, qui a proposé ce nom. Et Gminder le connaît, il dit que c'est une espèce qui est très très fréquente et très très commune sur toute la façade atlantique. C'est pour ça qu'il propose ce nom-là. On le rencontre de l'Espagne jusqu'au Royaume-Uni, Pays-Bas. Donc pas étonnant qu'on le rencontre dans le Calvados sur la façade ouest du pays. Je l'ai déjà rencontré aussi en Île-de-France, dans différentes forêts. Donc là, c'était sur du hêtre. Je ne sais plus si je l'ai rencontré sur autre chose que du hêtre. Voilà, donc une espèce très fréquente, mais souvent délaissée. On retourne à Cheptainville, sur la pelouse calcaire qui jouxte la hêtraie calcaire. Donc une espèce ici qui est terricole, donc elle est terrestre, avec des lames qui sont uniformément colorées, sombres, jamais déliquescentes. On est dans le genre Psathyrella ici. Une sporée qui est noire, pardon, pour le genre Psathyrella. Donc les fructifications ici sont minces, très enlancées, donc des teintes grises, il y a même pas de voile sur le chapeau et sur le pied. Si on regarde d'un peu plus près si on regarde d'un peu plus près le dessous du chapeau, on peut voir que les lames, l'arête des lames est stérile parce qu'elle est un peu plus claire à cause de certaines cellules, et l'arête de la lame n'est pas soulignée de rouge. C'est un critère qui est assez important à noter chez les psathyrelles. Le chapeau, sur l'image en bas à gauche, le chapeau est gris, un peu ocracé au disque, assez hygrophane, il n'est pas strié, et voilà. Pour les psathyrelles, il faut quand même vérifier un peu de microscopie, ça permet de ne pas dire de bêtises. Et donc je suis allé vérifier des spores qui sont assez grandes pour le genre, souvent entre plus de 12-13 micromètres de long, et surtout ce qui est caractéristique du groupe d'espèces dans lequel il appartient, ce sont les cellules qui bordent la lame. Donc là, on a des cystides qui sont d'un profil très spécifique en fait, du groupe d'espèces auquel il appartient. Donc c'est le groupe de Psathyrella prona qui a ces cystides avec très allongés, donc l'agéniforme mais avec un col très long, avec un sommet subaigu. Il y a des petites cellules en ballonnées qui sont tout autour de ces grandes cystides. Donc ça, c'est vraiment très caractéristique du groupe de Psathyrella prona. Ici, on a une espèce qui est terrestre, avec des teintes qui ne sont pas celles de prona, une arête qui n'est pas surlignée de rouge. Donc on est sur une espèce proche ici, qui s'appelle Psathyrella potteri, qui pousse dans les milieux secs. Donc pas étonnant qu'elle aime le calcaire. Voilà, c'est une espèce qui pousse en xérobromion. Donc la prairie de Cheptainville est typique... elle est très adaptée à ce champignon. Alors, je ne sais pas s'il est uniquement printanier ou s'il pousse un peu plus tard dans la saison. Moi, je l'ai trouvé un peu tôt dans la saison. Je suis allé ensuite faire un petit tour à la montagne. Je suis allé à côté de Chamonix, à côté du Mont Blanc, sur la hauteur de Chamonix. Et ici, on a un petit champignon qui fait jusqu'à 3-4 cm de haut à maturité. Une fructification qui est très élancée, avec une clavule qui est un peu plus trapue que le pied, grisâtre. Donc on est, je pense, dans les Typhula ici, je ne sais pas si vous avez reconnu le genre. Ce qu'il faut remarquer sur ce champignon qui pousse à proximité d'un ruisseau dans les Sphègnes, c'est qu'il y a cette grosse boule brune là, qui est en bas de chaque fructification. En fait, c'est un sclérote. Donc on est sur un Typhula qui possède un sclérote ici. Tu peux passer. On voit un peu mieux là, le sclérote à l'albino qui est de forme patatoïde. Et on voit bien le pied qui est vraiment relié à ce sclérote. Le sclérote, ça fait partie du champignon, c'est une sorte de réserve d'énergie pour le champignon. C'est des réserves, voilà, de nourriture. Et là, le sclérote, il a une forme patatoïde avec une petite dépression ventrale
il est lisse, il est sec, il est voilà, brun. Si on le coupe en deux, il est plutôt mou et blanc à l'intérieur. Et ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que le pied, sous la loupe, là, il est finement pubescent. Il y a des petits poils là, qui sont bien visibles sous la loupe. Et donc tous ces critères-là, la couleur de la fructification, le sclérote, etc., permettent d'aller à l'identification de cette espèce qui est Typhula variabilis. Donc j'ai mis sens large parce qu'en fait, la biologie moléculaire a montré qu'il y a 3 espèces indiscernables, même au micro, qui se cachent sous ce nom-là. Donc voilà, sens large, je n'ai pas envie d'aller faire la biomol pour cette récolte. C'est une espèce qui est quand même rare. Berthier, qui avait fait une monographie du genre il y a maintenant quelques années, avait une seule récolte de Haute-Savoie. Donc bon, voilà, là, une autre récolte. Je suis allé ensuite faire un petit stage sur les tout petits champignons avec l'équipe de ascomi7.org où j'ai rencontré du coup René Doubou, Nicolas Van Vooren et Michel Hérault. Donc un stage de perfectionnement à l'étude des ascomi7. Et donc ici, sur tige herbacée morte, on a des petits champignons qui font 1 mm de diamètre, avec des poils très proéminents ici. Voilà, moi je les trouve assez jolis, assez rigolos. Quand on a des champignons comme ça, avec des poils, des discomycètes poilus, il faut d'abord aller étudier la nature des poils pour accéder au genre. Et donc c'est ce qu'on fait, on répète le rituel que j'ai expliqué tout à l'heure, et on fait une coupe radiale. On voit que les poils de la fructification sont très très profondément ancrés dans l'exiculum de la fructification. Et donc si on regarde les poils à droite, on peut voir qu'ils sont cylindriques, ils sont lisses, donc ça évacue tout ce qui est l'acnum d'acicifera qui ont des poils non lisses. On peut voir qu'ils sont septés, on a des poils bruns, on a des poils qui n'ont pas de cristaux à leur apex, donc ça c'est pareil, ça vire les brunipilla. On a des poils qui sont à parois épaisses ici, donc on peut aussi sortir les trichopésisa. Et on peut remarquer aussi que l'apex des poils ici est un peu pointu et beaucoup plus pâle que le corps du poil. Ils sont presque blancs en fait, l'apex des poils, là, ça se voit bien sur cette image. Et donc ici on est sur le genre Trichopesizella. Donc il faut faire le reste de la microscopie après pour s'assurer que c'est Nidulus. Mais voilà, une espèce qui est pas forcément strictement alpine, hein, on la rencontre aussi en plaine, peut-être qu'on la connaît même d'Île-de-France, je pense, qui pousse sur le genre, des plantes du genre Polygonatum, le saut de Salomon par exemple. Donc là je sais pas si j'ai pas l'identité exacte du substrat, mais voilà, Trichopesizella nidulus ici. On était dans le petit, on va dans le très petit maintenant. Là, c'est encore plus petit. On a des fructifications qui font moins d'un demi-millimètre de diamètre. Voilà, des fructifications grégaires. Donc toujours dans les élociales. On a des apothécies ici qui sont en forme de boule. Et ce qui est assez unique dans les élociales, c'est le fait que les fructifications ne s'épanouissent pas, ne s'aplatissent pas à maturité. Elles restent vraiment dans cette forme-là pendant toute leur vie. On a, vas-y tu peux passer, on a un zoom qui nous permet de mieux voir voilà, cette structure un peu en nid d'oiseau de ce petit champignon qui a des poils voilà, un peu éparpillés, un peu enchevêtrés sur la surface externe. L'hyménium est gris crème, avec du coup comment on appelle ça, un orifice qui est de la même couleur. C'est assez marrant parce que les mycologues ont vu que l'orifice était blanc, donc ils ont pensé à une langue blanche, ce qui a donné le nom à ce champignon-là, Solenopesia leucostoma. Leucostoma, ça veut dire langue blanche en grec. Et si vous voyez des petits reflets bleutés à côté de la langue blanche, là, c'est pas un artefact, c'est vraiment ce champignon en fait a des reflets bleutés à son orifice. C'est René Doubou qui avait remarqué ça lorsqu'il avait
un peu plus étudié ce champignon. Ça, c'est dû au fait qu'il y a des petites cellules marginales qui donnent cette couleur un peu bleutée à l'orifice. Donc voilà, une espèce qui est très fréquente du coup dans nos lieux de prospection. À chaque fois qu'on avait un substrat, si on regardait bien sous la loupe, on en trouvait. Donc une espèce qui a été décrite relativement il y a longtemps, et René Dougou, qui m'a fait du coup découvrir cette espèce, qui m'a aidé dans la détermination, a fait un article très complet dessus il y a une dizaine d'années. Donc voilà, Solenopesia leucostoma. Encore un autre petit champignon, et puis après j'arrête avec les petits. Donc là, c'est encore une élociale qui est assez caractéristique parce qu'elle a une forme un peu de ver à pied, une apothécie cupuliforme sur un petit stipe qui fait 2 mm de haut. Donc tout le genre ici a des fructifications qui sont très colorées, jaune-orangé. Ce champignon est parasite de la plante sur laquelle il a poussé. Je ne sais pas si vous arrivez à reconnaître la plante, le substrat. On est sur une prêle ici. C'est le genre Equisetum. Et donc tout le genre Stamnaria, donc là les fructifications font partie du genre Stamnaria. Tous les Stamnaria sont parasites de différentes prêles. Le genre Stamnaria, il y a entre une demi-douzaine ou une dizaine d'espèces dans ce genre qui est européen et nord-américain. Et ici, on a le représentant le plus fréquent de ce genre, qui est Stamnaria personi. On peut reconnaître cette espèce avec l'aspect un peu crénelé de la marge de l'apothécie, qu'on peut voir là sur le zoom fait à la loupe binoculaire. Donc voilà, Stamnaria personi. C'est Michel Hérault qui m'a aidé à l'identification de ce champignon que je ne connaissais pas du tout. Voilà, donc un parasite des prêles, qui doit être exclusivement alpin, celui-là. Donc là, on retourne encore à la maison, en Essonne, à Cheptainville. Voilà, je suis beaucoup allé à Cheptainville, j'ai fait des belles découvertes sur sol calcaire. Donc là, encore une espèce qui pousse en bord de chemin forestier sur sol calcaire. Donc une élevelle, hein, vous avez reconnu un peu la silhouette caractéristique du genre. Et cette espèce, elle est assez particulière parce que, outre son stipe qui est côtelé, strié longitudinalement blanc, la partie fertile qui surmonte le pied a une allure un peu non conventionnelle, un peu cupuliforme ici. Alors d'habitude, on a plutôt l'habitude d'avoir des choses plus lobées. Donc ça, c'est assez caractéristique de cette espèce qui s'appelle Elvela solitaria, voilà, que j'ai rencontrée en juillet. D'habitude, c'est une espèce qui est plutôt printanière. Là, elle est peut-être un peu en fin de sa période, rencontrée en fin de sa période. C'est une élevelle au niveau moléculaire. Elle est un peu... On ne sait pas trop où la ranger. Elle a été rapprochée du clade de Elvela acetabulum, qu'on connaît bien, l'élevelle aussi printanière. Donc voilà, on parle du clade de Acetabulum solitaria. Donc un champignon qui n'est pas forcément fréquent, hein, mais pas forcément rare non plus. Moi, c'était la première fois que je le rencontrais ici, donc ça me fait plaisir de vous le présenter. On fait un petit saut dans le temps et on passe du coup en pleine saison à l'automne. On est durant le congrès de la SMF à Poitiers l'année dernière. Dans un lieu où j'ai été herborisé en compagnie de Yann Séguier, qui nous a permis d'accéder à la réserve du Pinail, là, dans un milieu très singulier, parce qu'on est sur... Donc la réserve du Pinail, c'est un lieu où il y a eu de l'extraction de pierres meulières pendant de très longues années, voire de très longs siècles. Et depuis à peu près 1 millier d'années, la végétation de cet endroit est régulièrement brûlée parce que les gens ne voulaient pas que la forêt ne repousse et ne vienne reprendre ses droits sur ces parcelles.
Et du coup, il y a une faune et une flore, un biotope assez singulier qui s'est développé à cet endroit-là. Et donc maintenant, on n'extrait plus de pierres dans la réserve du Pinail, mais on continue de brûler régulièrement la végétation pour maintenir en fait cet écosystème très particulier. Et donc là, un antholome bleu, voilà, que je ne connaissais pas du tout sur le terrain, un antholome bleu donc, qui a quand même la particularité, là j'ai eu la chance d'avoir plusieurs fructifications parce que c'est un antholome qui est bleu quand il est jeune et quand il vient à maturité, il tourne brun. Donc voilà, c'est pas facile de lier les uns aux autres. Là, on avait quand même suffisamment d'exemplaires dans un petit périmètre pour faire la liaison entre les deux. Et d'autres caractéristiques de ce champignon, c'est qu'il est très élancé. On a une très grande espèce là, qui fait des fois entre 10 et 12 cm de haut. Et le motif très caractéristique des mèches du revêtement du chapeau, qui font un motif assez caractéristique de cette espèce, très sombre sur fond bleu acier. Des lames qui sont fertiles entièrement, même sur l'arête, des spores qui sont assez banales pour le genre, une dizaine de micromètres. Et je remercie du coup messieurs Sabino Aruso et Michael Nordelos qui m'ont aidé à déterminer cette espèce qui s'appelle Antholoma piduense, donc qui est une espèce décrite d'Estonie début des années 90. Qui n'est pas forcément rare, mais qui est. Enfin voilà, on est dans un groupe qui est assez compliqué. Les antholomes bleus, René l'avait dit le mois dernier, c'est assez compliqué. Et donc beaucoup de confusion dans ce groupe-là. Mais là, du coup, il y a suffisamment d'éléments qui nous permettent de conclure à cette espèce. Donc là, un très beau champignon, très joli. Donc là, on est toujours pendant le congrès de la SNF à Poitiers. Donc, je crois que j'étais en compagnie de François d'ailleurs. Voilà. François qui doit avoir la même photo que moi, ou j'ai la même photo que François. Enfin, bref. Voilà. Et donc on est dans un taillis calcaire, dans un petit bois là, qu'on avait prospecté, où on a rencontré ce champignon qui est assez caractéristique qui se reconnaît bien quand il est bien caractéristique comme ici, avec du coup des éléments comment dire, très caractéristiques. Le fait d'avoir des teintes très vineuses au disque, ça c'est une première caractéristique. On a aussi, quand on regarde la calotte, des poils confluents très saillants, un peu à la manière de l'Epiotarodorhiza, mais alors, l'Epiotarodorhiza, c'est comment dire, c'est pas du tout elle, hein, parce que là on a un champignon qui est beaucoup plus trapu, qui peut atteindre une dizaine de centimètres de haut. On a une odeur qui est désagréable, enfin moi j'ai trouvé ça désagréable, voilà, donc c'est un autre critère. Des lames qui sont très étroites par rapport à d'autres petites lépiotes qui peuvent avoir les lames beaucoup plus ventrues. Et une autre belle caractéristique aussi, c'est les guirlandes qu'on ne voit pas forcément très bien là sur le spécimen qui est couché, des guirlandes brun-rouge qui remontent jusqu'à peu près la moitié du pied, et le pied qui s'envahit de cette même teinte vineuse en fait progressivement par la base du pied, et qui finit par gagner vraiment l'ensemble de la fructification. Donc là, c'est toutes ces caractéristiques qui amènent à l'Epiota lepida. Donc, comme je disais, quand elle est caractéristique comme c'est comme ici, on peut la déterminer directement sur le terrain quand on la connaît. Moi, du coup, c'était la première fois que je la voyais, et j'en ai profité une fois rentré en salle de microscopie pour aller vérifier d'autres lépiotes qu'on n'aurait pas facilement déterminées sur le terrain, parce que, si tu peux passer, parce qu'elles étaient des spécimens beaucoup moins fringants et beaucoup moins caractéristiques. Donc on retrouve, donc là je les ai tous contrôlés à la micro, avec du coup des poils cuticulaires très longs, là, presque 500 micromètres de long, et des spores très petites, moins de 7 mm de long. Et donc là je les ai tous rapprochés, ils poussaient tous à proximité, mais on ne se serait pas aventuré à mettre un nom sur le terrain sur ces différentes espèces. Voilà, a posteriori, on peut voir qu'ils rougissent tous très vivement à partir de la base du pied. Et il y a un centimètre là, qui est très élancé, là, qui fait presque 12 cm de haut au centre. Donc là, on n'est plus à Poitiers, on est retourné au nord de Paris, dans l'Oise.
dans une forêt que j'aime bien, que j'ai découvert l'année dernière, qui s'appelle forêt de Esframont, qui n'est pas inconnue des sociétaires ici, parce qu'elle est quand même pas très loin de chez nous. La forêt de Esframont, c'est sur un promontoire. Donc en bas du promontoire, on a des terrains plutôt neutres, pas très calcaires, et plus on monte sur le promontoire, et plus ça devient calcaire. Donc là, cette espèce, elle a été récoltée du coup plutôt en bas, donc sur des terrains moins calcaires. On a un chapeau ici qui est donc un champignon qui fait 3-4 cm de haut, un chapeau qui est ébouriffé, avec des méchuleux, qui devient un peu rimeux avec l'âge, et surtout un pied ici qui est sur les exemplaires caractéristiques du centre là, bien bicolore, lilas en haut et jaune ocracé en bas. On peut voir, si on plisse les yeux, un petit, pas réseau, mais un petit liseré marron en fait sur la base du pied, là, des petites chinures marron. On n'arrive pas bien à voir non plus, c'est l'arête des lames qui est bordée de cellules beaucoup plus foncées, brunes, qui donnent comme si l'arête était d'une autre couleur que la face des lames. Donc là, vous aurez reconnu le genre de ce champignon, hein, on a un inocybe. Peut-être que Patrice l'a déjà reconnu juste macroscopiquement. Donc bon, moi je suis pareil, je ne suis pas expert de ce genre. Et du coup j'ai fait la microscopie. Tu peux avancer alors. D'abord, je vais montrer pourquoi on avait cette arête de lame qui était brune très sombre. C'est parce qu'on a des cellules qu'on appelle des paracystides, donc c'est des cellules stériles qui ont une forme de ballonnet, qui ont un contenu brun, c'est elles qui donnent ce caractère brun de l'arête de ce champignon. Et après, il faut aller faire la microscopie des spores et puis des cystides hyméniales, comme le cystidiogramme de tout à l'heure. Tu peux avancer. On a des spores qui sont assez banales, hein. Finalement ça n'aide pas grand-chose pour l'identification de cette espèce. Elles sont amygdaliformes, avec un sommet un peu plus obtus. Mais c'est surtout les cystides là, qui nous aident dans l'identification de cette espèce. Elles sont très allongées, elles sont presque filiformes, cylindriques. Elles sont souvent, elles approchent les 100 micromètres de long, avec des parois très épaisses et très jaunes dans l'ammoniac. Et donc ça signe cette espèce Inocybe cincinata, qui est pas forcément rare. Je l'ai déjà rencontré, je crois, à 2 reprises dans une autre forêt de feuillus argilo-calcaires. Cette espèce qui est assez caractéristique. Alors il faut avoir des spécimens, si on veut voir le pied bicolore, là il faut des spécimens quand même bien frais, bien jeunes. Les teintes ont tendance à passer rapidement dans la dièse de ce champignon. Un peu plus loin, donc on est monté un peu sur le promontoire et là le terrain est devenu un peu plus calcaire. On a ici un champignon qui est de teinte assez sombre. Donc le chapeau est hygrophane, là on voit bien la nette différence entre les spécimens qui sont imbus à droite et les spécimens qui sont plus secs à gauche. Les spécimens imbus ont une marge en plus qui est striée très fortement, ce qu'on ne voit pas du tout sur les spécimens secs. On a un champignon ici qui ressemble à une colibri. Effectivement, ça tombe bien, c'en est une. Hein. Le fait que les lames soient foncées ici est un mauvais indicateur. Hein. La spore est blanche ici. On a des pieds qui agglomèrent de la matière organique, donc on avait bien un saprophyte aussi, c'est un autre indice. Là, ce qui nous permet d'avancer facilement dans la détermination, c'est la chimie, parce qu'il suffit de sortir son petit flacon de potasse et d'en mettre une petite goutte sur la cuticule ou sur la chair du champignon, et paf, ça fait une réaction spectaculaire verte, pétante, déjà sur le terrain, qui signe cette espèce, qui s'appelle Gymnopus fusco-purpureus. Et donc là j'avais une autre récolte où on voit aussi des chapeaux un peu plus secs.
Le pied qui est un peu velouté, voilà, quand il est sec, le pied il est velouté. Et on voit bien aussi là sur le spécimen du milieu que la chair aussi se colore de vert sous l'action de la potasse. Donc une espèce qui aime bien les hêtres calcaires. Là, on a changé de forêt, on est revenu en forêt de Port-Louviers, mais ça reste le même biotope de hêtres calcaires. J'aime bien le hêtre et j'aime bien le calcaire aussi. Avec voilà, un champignon qui est avec des lames épaisses, décurrantes sur le pied, un chapeau qui est visqueux. On est dans les hygrophores ici. Donc un chapeau qui est relativement bicolore, avec plus pâle à la marge, tracé au centre. Donc on n'est pas dans le groupe de Eburneus, Cossus, etc., qui n'ont pas ces tonalités ocracées et tout ça. Là, on est plutôt dans un groupe de 3 espèces. Ils se partagent entre Lintneri, Unicolore et Carpini. Donc ces 3 espèces, même la littérature est confuse, hein, leur sujet. Souvent, l'une est prise pour l'autre est prise pour l'une, voilà tout ça. Il y a des études récentes qui ont été faites et qui ont montré quand même l'indépendance des 3 taxons. Et qui ont relié du coup chaque taxon à leur partenaire mycorhizien. Donc c'est une vraie foi, en fait aujourd'hui c'est le partenaire mycorhizien. Lintneri il serait associé au noisetier, Unicolore il est relié au hêtre, et Carpini, comme son nom l'indique, au charme. Et donc ici on était sous hêtre pur, et on aurait du coup tendance à appeler cette récolte Hygrophorus unicolore, même si le chapeau est bicolore. Voilà, bon, c'est encore un mauvais jeu de mots. Voilà, donc je propose le nom de Hygrophorus unicolore ici. Ici, bon, on arrive à la fin, là, il n'y a plus beaucoup d'espèces, je crois. On a un cortinaire, voilà, que j'ai trouvé très très beau sur le terrain. Quand je l'ai retourné, ça m'a sauté aux yeux, là, les couleurs bleu ardoise, là, des lames, très jolies. Un cortinaire qui est pas très grand, hein, il doit faire 6 cm de haut, avec un beau bulbe marginé, qu'on pourrait presque même appeler une pseudo-vol. Donc là, j'étais relativement content de le trouver, mais bon, on dit un cortinaire, quand il est tout seul, ça vaut pas forcément le coup d'aller le déterminer parce que c'est compliqué. Oui, je suis assez de cet avis, mais bon, là, il était beau, donc je me suis quand même un peu creusé les méninges. J'ai essayé de le rapprocher de Cortinarius dionysé, le cortinaire de Denise, qui a cette même teinte de lame et tout ça. Mais de retour chez moi au labo, je me suis rendu compte que ça allait pas bien, parce que des spores trop petites pour Dionysé, des spores trop verruqueuses et des verrues trop saillantes pour Dionysé, et puis surtout, si on coupe le champignon en deux, là, pas du tout l'odeur de farine caractéristique du Dionysé, et donc pas Dionysé. Voilà. Donc je l'ai amené à la société lundi. C'était période de congrès, donc personne pour donner vraiment un avis sur cette récolte. Donc je l'ai laissé en CF dionysé dans mon inventaire perso. Et voilà, le temps a un peu passé, j'ai récupéré un peu plus de doc. Et puis je me suis retourné récemment faire un tour dans ma doc, chercher parmi les glaucopodes. Donc glaucopodes, les champignons qui ont cette teinte-là, donc Dionysé c'est un glaucopode aussi. Et en fait, ce que j'avais oublié de noter dans mes notes de récolte, qui m'a frappé en fait en revoyant mes photos que j'avais prises sur le terrain, c'est les grandes plaques de voile crème ocracée qu'il y a sur le chapeau, que j'avais complètement passé à la lasse lors de ma description de terrain. Et ça, en fait, ça signe une espèce qui est pas fréquente, c'est Cortinarius parherpeticus. J'ai regardé là, dans le dernier bulletin de la SMF là, qui donne les récoltes sur les dernières décennies. Il y a eu 2 occurrences ramenées à la société lors de la dernière décennie. Voilà, un cortinaire pas fréquent, mais pas forcément rare non plus selon l'Atlas des cortinaires, qui est bien représenté normalement en Île-de-France, donc qui aime les hêtres calcaires exactement comme ici. J'ai fait une petite photo de l'arête de la lame là, en fait, c'est assez caractéristique de ce groupe de Dionysé parherpeticus et tout ça. On a des poils qui sont sur l'ensemble de l'arête. Voilà. On approche de la fin. Ici, un lactaire, on voit bien le lait, qui sort des lames blessées. Un lactaire qui est encore être sur sol calcaire.
Donc un lactaire qui est avec des teintes vraiment jaunes, avec un chapeau déprimé, un chapeau qui n'est pas visqueux mais qui est quand même gras au toucher, hein, voilà, déprimé, sans mamelon. Et en fait, une des grandes caractéristiques de ce lactaire que j'avais ramené l'automne dernier, c'est que le lait, si on le laisse un peu refroidir, si on le laisse un peu s'épancher sur les lames, sur la chair, ça change de couleur. Si tu peux passer à l'image suivante. Voilà, ça devient violacé. Et alors c'est assez rigolo parce qu'en fait j'ai fait le test. Le lait, si on l'isole de suite sur un mouchoir, le lait reste immuable. Et c'est que si on le laisse au contact de la chair ou des lames qu'il devient de ce violet pétant. Voilà, donc on est dans la section des lactaires dont le lait devient violet au contact de la chair. C'est la section Uvidie. Et on connaît bien le Lactarius uvidus. Mais c'est pas lui ici, parce que les couleurs là, de la fructification sont très jaunes. Uvidie, lui, il est gris, grisâtre. Donc pas Uvidie ici. On est sur un lactaire de plaine. Hein. On n'est pas encore en montagne ici, donc j'exclus les lactaires de montagne. On est ici, alors c'est l'étymologie encore ici qui nous donne le nom. On a un lactaire avec des tonalités jaunes, donc Lactarius flavidus. Voilà, qui pousse sur sol calcaire, qui n'est pas fréquent, mais pas forcément très rare non plus. À noter une espèce proche qui s'appelle Lactarius aspideus, qui a aussi donné le nom à la sous-section. C'est un lactaire qui pousse dans les sols humides sous-sol, donc pas lui ici non plus. Lactarius flavidus, là que je présente. Et pour terminer, on a un champignon que j'ai récolté dans une clairière calcaire en forêt de Esframont. Donc un champignon qui a des lames blanches puis roses à maturité non libre. On est encore, une fois de pas coutume, dans le genre Antholoma. Donc un champignon qui a le chapeau très strié, là, vraiment sur tout le rayon du chapeau, papillé, donc on voit bien la petite papille là, au centre au disque, des tons gris, brun, jaune, voilà, pas facile à dire, un pied qui est très élancé, 8 cm de haut là pour le grand spécimen, un pied qui est concolore. Donc moi je n'ai aucune idée sur le terrain, je le ramène à la maison, je le range tranquillement dans une petite boîte, et puis je fais une sporée, comme quand on ne sait pas ce que c'est, on fait une sporée que je présente voilà, ici. Et là on a des spores polygonales, ok certes, pour le néontolome, mais de profil on voit qu'elles sont nettement avec une section carrée, donc des spores cubiques. Et donc ça, en fait, il y a encore peu, on aurait dit, on se serait arrêté là, et pof, Antholoma rhombisporum. Malgré tout, la science avance, et en fait, maintenant, on ne peut plus dire rhombisporum juste comme ça en regardant les spores, parce que rhombisporum, c'est une espèce collective, et il y a un groupe d'experts l'année dernière qui a fait une publication en montrant que, grâce à la biologie moléculaire, on a réussi à ne plus dire que rhombisporum est une espèce variable. En fait, c'est juste qu'elle contient 10 espèces au sein de son complexe. Donc il faut parler du complexe rhombisporum. Et donc ils ont fait un super travail parce qu'ils ont réussi, à partir de ces 10 espèces indépendantes moléculairement, à remettre des caractéristiques très précises macromorphologiques et micromorphologiques. Donc en fait, il suffit maintenant de suivre la clé et on atteint une espèce sans trop de problèmes. En tout cas, pour cette espèce, ça se fait assez bien. C'est juste qu'il faut faire un peu plus d'études. Voilà, on passe juste 2 fois plus de temps sur ce champignon que prévu. Vas-y, tu peux passer. D'abord, en fait, un caractère que je n'avais pas vu, parce que voilà, je n'ai pas été faire une étude complète, c'est que en fait, le pied était pruneux au sommet, révélant en fait des cellules stériles proéminentes assez différentes en fait, des ifs caractéristiques du pied. Donc voilà, il y a à noter que le stipe est pruneux sous la loupe. Et puis après, je suis allé faire un peu plus de micro, parce que voilà, plus les espèces sont proches, et plus il faut aller loin dans la microscopie pour différencier. Tout d'abord, on a une arête de lame ici qu'on appelle hétérogène, c'est-à-dire que ça ne fait pas une belle palissade comme tout à l'heure, ce que j'ai présenté. Ici, on a à la fois sur l'arête des cellules fertiles, un peu comme la baside qu'on voit tout à gauche, là en haut à gauche.
dans les cadres historiques, parce qu'on ne voit pas, c'est la profondeur de champ là, qui ne montre pas les deux derniers stérigmates. Et hétérogène, parce que on a aussi des cellules stériles qu'on voit là sur... il y en a 3 qui sont bien visibles là, ventrues, avec du coup un apex très très effilé, très long, donc des cystides sur l'arête de la lame. Et on a aussi, voilà, on avait vu que le pied était pruneux, donc on a été chercher des cellules un peu caractéristiques sur le revêtement du haut du pied. Et donc on a ces cellules là qui sont ventrues aussi, avec un apex un peu arrondi, un peu proéminent là, sur des cystides. Je ne sais pas si on arrive à le voir ici. Ici, ça fait un apex un peu mucroné. Et donc ça, c'est caractéristique de cette espèce, Antholoma rhombisporoides. Plus facile à épeler quand même qu'à déterminer. Donc possiblement, donc c'est une espèce qui a été décrite l'année dernière suite à l'étude qui a été faite sur le complexe, mais possiblement pas rare. Hein. Il faudra maintenant réétudier des excitatomes de récoltes, d'anciennes récoltes, pour voir si on avait le vrai rhombisporum néotypifié ou si c'était une des 10 espèces du clade. Et voilà, donc j'ai présenté cette récolte à Maquiel Bordelos, qui m'a dit possiblement une des premières récoltes françaises. Bon, il faudrait refaire un peu d'archéologie dans les excitatomes pour savoir si on l'avait trouvé auparavant. Voilà, j'ai fini avec cette présentation et je vous remercie de votre attention.